20h sur Eden Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, célébration du 59e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Les forces de défense et de sécurité ont effectué ce lundi une séance de répétition dans le cadre du défilé militaire sport éliminatoire. Championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau. Le Bénin et le Togo ont fait un match nul ce dimanche. Et puis en interactualité, mouvement de contestation à Hong Kong, Pékin appelle les autorités locales à punir les auteurs des violences après 2 jours de heurts. Ce sera tout pour les titres. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. Le président indien Ram Nath Kovind a entamé ce 28 juillet une tournée en Afrique de l'Ouest. Le Bénin, la Gambie et la Guinée sont les pays qu'il doit visiter. La première étape a démarré ce dimanche par Cotonou. Objectif, renforcer la coopération bilatérale entre le Bénin et l'Inde. Les présidents béninois et indiens ont eu ce lundi un entretien en tête-à-tête au palais de la Marina. Ram Nath Kovind a promis une ligne de crédit de 100 millions de dollars au Bénin qui, par la voix de Patrice Talon, a promis d'en faire un bon usage. Le président indien s'est par la suite rendu au Parlement béninois à Porte-Nouveau. Écoutons à présent la déclaration conjointe des présidents Ram Nath Kovind et Patrice Talon. Je voudrais inviter le président Talon à amener nos relations à un niveau supérieur, les relations économiques avec des partenaires économiques, de 350 millions de dollars US à plus de 800 millions de dollars. Alors le Bénin pour nous est un partenaire économique avec les plans de préférence et la croissance à l'exportation du Bénin a atteint 366 millions de dollars US. Nous avons convenu qu'il y a des opportunités qui restent et des liens d'investissement et la capacité de transformation de routes de l'Inde avec les 2 pays qui se sont félicités. Vous avez annoncé aujourd'hui que le gouvernement indien mettait à la disposition du Bénin une ligne de financement de 100 millions de dollars. Cela est pour nous fort appréciable. Nous ferons bon usage de cette ligne de financement et je voudrais vous rassurer que le Bénin, depuis quelques années, a entrepris des réformes majeures et à ce titre, la bonne gouvernance caractérise déjà le Bénin depuis ce temps-là, depuis donc, ces 3 dernières années. Vous pouvez être rassurés que ces 5 millions de dollars nous serviront utilement dans les moindres détails, jusqu'au dernier centime. Merci pour cette offre et merci également pour la possibilité pour les Béninois désormais d'aller en Inde en prenant leur visa en ligne, donc désormais débarrassés des tracasseries de déplacement à l'ambassade de l'Inde à Abuja. Eh bien, 2 événements marqueront la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le défilé pédestre et motorisé qui auront lieu sur la place de l'Étoile Rouge de Cotonou. Ce lundi, les forces de défense et de sécurité se sont retrouvées pour la 2e fois pour une séance d'exercice de cohésion. Nous y étions, suivez plutôt. Sur la place de l'Étoile Rouge, les forces de défense et de sécurité ont effectué ce lundi 29 juillet leur 2e exercice de cohésion en préparation du 1er août, fête de l'indépendance du pays. Militaires, douaniers, policiers, agents des eaux et forêts et enfants de troupes ont coordonné le mouvement sur le boulevard des Armées. Pour cette 59e édition, rien ne devrait changer dans l'exécution des pas, mais cette fois-ci, des contraintes de temps se présentent aux hommes en uniforme. C'est les mêmes marches que nous faisions à l'occasion des défilés précédents. Sauf que cette année, on a essayé de réduire l'effectif parce que j'ai une contrainte délai. Le défilé doit durer maximum 1h30 d'horloge à partir du moment où le chef de l'État a pris place dans la tribune officielle. Ça commence à 10h.
Mais le chef de l'État arrivera à la place de l'UNAFRICA venant du dépôt de Gèvres. Il arrivera à l'UNAFRICA à 9h45. Il a 15 minutes pour remonter toute l'avenue et à 10h00 normalement dans le top. Ce qui veut dire qu'à 11h30, le défilé est terminé, le chef de l'État se retire. Le défilé motorisé a aussi été coordonné. Pour le colonel TTD Idiola, président du comité d'organisation du défilé, les forces de défense et de sécurité sont prêts à offrir un beau spectacle aux citoyens jeudi prochain. Actuellement, nous sommes fin prêts. Nous avons déjà fait nos répétitions. Demain, il y a un dernier et ultime passage pour essayer encore de parfaire les derniers détails afin que le défilé soit de bonne facture. Et pour y arriver, 2600 hommes, 36 détachements de différents corps des forces de défense et de sécurité et 77 véhicules sont mobilisés. Le colonel TTD Idiola revient à présent sur la signification que doit revêtir cette célébration pour le citoyen béninois. D'une manière générale, le défilé et la parade est destiné à célébrer, je vais dire, entre guillemets, la naissance d'une nation, en l'occurrence, la nation béninoise. On a montré les hommes, on a montré des camions, on a montré des armes, mais lorsqu'on n'est pas étalé de toute sa force, je crois qu'on donne des indices à l'ennemi de se préparer. Il faut toujours réserver la part de surprise du chef et c'est ça qui fera la différence. Et notamment dans nos têtes, là, notre mental, jusqu'à quel point nous sommes déterminés à défendre la patrie, puisque la devise des forces armées, on dit honneur et patrie. Et généralement, à la fin de chaque promotion, on prête serment devant le drapeau national de servir la République, de la défendre, quoi qu'il en coûte, s'il le faut, même au prix du sacrifice suprême. Et la devise de l'armée de terre, si vous vous frottez de trop près à l'armée, vous risquez de vous faire piquer. Et donc, nous sommes là en joie, mais on veut rester en joie. Il ne faut pas que quelqu'un vienne nous perturber. C'est pour ça que nous montrons la portion militaire. Ce n'est pas contre les Béninois, non, mais toute personne qui se déclarerait ennemie du peuple béninois, elle est là pour nous voir sur son chemin. Dans un autre registre, le ministre des Affaires sociales a effectué les vendredis 26 et samedi 27 juillet 2019 une tournée dans les départements du Mono et du Koufo. Dans les diverses localités parcourues, Bintou Taro a visité plusieurs groupements de femmes pour se rendre compte de l'usage qu'elles font des matériels reçus dans le cadre du projet PAEF-PG. Reportage. Confondu aux femmes des divers groupements préparant parfois du gari ou des galettes d'arachide, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a su trouver la bonne formule pour mieux s'imprégner de l'impact des dons du gouvernement au groupement des femmes des départements du Mono et du Koufo. Un geste très apprécié par la directrice départementale des Affaires sociales du Mono et le maire de l'Okossa. Je tiens à remercier sincèrement Madame le ministre qui a honoré de sa visite dans notre département pour voir et vivre avec nous qui sommes dans le département ce que les femmes du département arrivent à faire grâce à l'appui en matériel du gouvernement. Les femmes ont bénéficié d'un appui matériel pour la transformation du manioc en gari. Vous les avez vus à l'œuvre. Le remerciement, c'est au gouvernement du président de la République à travers le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Cette tournée du ministre des Affaires sociales et de la microfinance est aussi un suivi du projet PAEF-PG. Entendez, projet d'autonomisation économique de la femme et promotion du genre. Un projet qui a doté, sans tambour battant, plusieurs groupements des femmes en matériel de production sur toute l'étendue du territoire national. La répartition ne se fait plus au grand jour. C'est ici même que ce groupement a reçu les équipements par l'intermédiaire du fournisseur qui est venu leur livrer du matériel sur le terrain. Nous avons eu des rapports, mais nous avons besoin de savoir comment ça se fait. On ne peut pas visiter tous les groupements, mais nous avons retenu quelques-uns et voilà que nous sommes aujourd'hui venus les trouver en train de transformer du manioc. La satisfaction du ministre des Affaires sociales est beaucoup plus confirmée par les témoignages des femmes sur le terrain. Un ami est à côté de limon.
On nous a donné une frappeuse et une presse, des choses qu'on louait autrefois. Mais maintenant que nous en disposons nous-mêmes, ça nous facilite le travail. D'un coût global de 8 milliards, le projet PAF-PG, qui a démarré depuis 2017 pour une durée de 5 ans, vise à impacter la vie de 10 000 femmes béninoises à travers 800 groupements. Les femmes de Sokouhoué dans la commune de Diakotomé ont reçu du préfet du département du Koufo des matériels de jardinage dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Ces matériels permettront aux femmes de produire des légumes à proximité des habitations afin de mieux combattre la malnutrition chez leurs enfants. Reportage Jonas Bouchi. Aller au-delà des simples conseils pour une implication active des femmes dans la lutte contre la malnutrition des enfants, c'est l'objectif que vise le projet Impact Collectif pour la nutrition. Un projet qui offre des matériels de jardinage aux femmes afin d'encourager et de faciliter la production des légumes à proximité des habitations. Les kits d'aujourd'hui sont mis à disposition pour travailler dans le jardin communautaire et permettre à chaque femme de prendre notion pour aller répliquer l'expérience au niveau de son ménage. Et de proche en proche, les femmes qui sont dans les mêmes habitations, dans les mêmes concessions que ces femmes, vont développer la même expérience afin que la nutrition puisse en sortir gagnante. Lors de l'usage de ces outils de jardinage, les femmes de Sokouhoué dans la commune de Diakotomé recevront des enseignements pour mieux préserver les enfants de l'anémie et du retard de croissance. Les questions de retard de croissance et d'anémie nous tiennent à cœur. Et donc, ceci, ce n'est qu'un commencement. Je pense que nous sommes ensemble encore au moins jusqu'à la fin de 2020. Et donc, nous reviendrons encore pour renforcer ces groupements-là afin que réellement elles puissent être dotées de toutes les connaissances qui vont les aider à pouvoir améliorer leurs pratiques. Le préfet du Koufo a exhorté les populations de Sokouhoué et celles de tout le département du Koufo à une attention particulière à la nutrition de leurs enfants car cela y va de leur santé. Nous avons le devoir de remercier Caisse internationale, Bénin Togo et Gracide, au nom du gouvernement Parti Talon. Il faut bien nourrir les enfants, surtout s'occuper des 1000 premiers jours, pour aussi permettre à nos enfants de mieux grandir dans nos maisons respectives. Et puisque la bonne nutrition va de pair avec l'hygiène, les femmes de Sokouhoué ont été également initiées à l'installation et l'usage des dispositifs de lavage des mains dans leur maison. Les sports dans cette édition, premier tour des éliminatoires CHAN Cameroun 2020. Les écureuils locaux béninois n'ont pas pu mieux faire qu'un match nul ce dimanche. C'était face aux éperviers locaux du Togo, une rencontre tenue au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Images et récits avec Frédéric Espoir Oumambou et Fiacre Voitan. Les écureuils du Bénin, poulains de Moussa Latondi, désolés de ne pas avoir été incisifs, agressifs dans le jeu pour prendre le dessus sur les éperviers du Togo dans cette rencontre ici au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Pendant ce temps, les adversaires du jour peuvent se réjouir du point du nul. C'est le visage de la manche allée de ce match qui avait une place à offrir aux plus entreprenants. Une place pour continuer à marcher vers le deuxième tour des éliminatoires CHAN Cameroun 2020. Au terme des 90 minutes, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Un but togolais refusé pour hors-jeu. Une tête de Gaston Ngwidi détournée sur le poteau par Abdoul Moubarak Aïba qui sauve les éperviers du Togo à la 64e minute et puis rien. Pour le coach togolais, le match nul n'est pas une mauvaise opération. On n'est pas déçus. On est tombé quand même sur une très bonne équipe béninoise qui vraiment nous a posé beaucoup de problèmes. Moi j'ai une équipe très jeune qui n'a aucune expérience continentale, mais ils ont su tenir. Mais je regrette un truc, c'est le but qu'on marque qui est vraiment tout à fait valable. Et j'ai l'impression que ça fait 2 fois qu'on nous refusait un but au Bénin. J'ai l'impression que les arbitres ils ont quelque chose contre nous. Mais je tiens vraiment à féliciter mes joueurs parce qu'ils ont vraiment lutté. Moussa Latondi de son côté reconnaît les faiblesses de son équipe, mais espère faire les derniers réglages nécessaires pour aller arracher le sésame dans une semaine au Togo afin de poursuivre l'aventure. Nous sommes tombés sur une équipe de Togo qui était bien en place et ils nous ont créé un peu de problème en première partie.
Et voilà, en seconde partie, on a pu essayer de poser le ballon et d'accélérer un peu le jeu. Mais devant, on n'était pas agressif pour aller marquer le but. Donc c'est ce qui nous a manqué cet après-midi. Il faut le rappeler, si le Bénin arrive à passer à Lomé le 4 août prochain, ce sera un bis repetita pour les écureuils qui l'ont fait déjà à Kégué lors des qualificatifs précédents. En interactualité, on reste au Nigeria, on va plutôt au Nigeria. Depuis 10 ans, les attaques de la secte Boko Haram ont forcé près de 2 millions de personnes à fuir leur ville et leur village à Maïdougouri, dans le nord-est du pays. Un flot continu de déplacés vient grossir les camps et bidonvilles. Une situation précaire qui s'éternise tant que le conflit continue. Ces exilés n'auront aucun espoir de pouvoir rentrer chez eux. Reportage. À Maïdougouri, ces tentes blanches font partie du paysage. 12 000 déplacés survivent dans ce camp qui a ouvert ses portes il y a 4 mois dans le stade de la capitale. Aujourd'hui, il est déjà au maximum de ses capacités. Chassée de son village par Boko Haram, Fatima a fui il y a 5 ans avec son mari et ses 2 enfants. Maintenant, je m'en remets à Dieu. Si un jour la paix revient et qu'on me dit que je peux rentrer chez moi, je retournerai immédiatement dans mon village. Mais le temps passe et la situation ne change pas. Donc je n'ai aucun moyen de rentrer chez moi. Depuis 10 ans, les attaques de Boko Haram ont déplacé près d'1 800 000 personnes. Malgré l'aide internationale, leurs provisions sont maigres et leurs abris précaires. Alors quand l'exil s'éternise, il faut travailler pour survivre. Modou s'est improvisé bûcheron. Ses fagots de bois lui rapportent entre 1 et 3 $ par jour. La faim, c'est le plus gros problème. On a faim. On a juste besoin qu'on nous donne à manger. Je travaille pour pouvoir manger, mais j'ai quand même toujours faim. Quand la situation sécuritaire le permet, le gouvernement les incite à rentrer chez eux. Ibrahim a fui son village en 2014. Il a tenté d'y retourner l'année dernière. Après 3 mois sur place, il a dû revenir à Maïdougouri. J'ai compris que ma vie était en miettes et j'ai pensé à mes enfants. Là-bas, il n'y a pas d'éducation, pas de service de santé, il n'y a rien. Donc j'ai dû revenir ici. En attendant, une connaissance lui prête cette chambre. C'est ici qu'on vit, avec ma femme et 4 enfants. J'ai l'impression de vivre dans une cage. Nous n'avons qu'une seule chambre pour une famille de 6 personnes. C'est dur. Autour de Maïdougouri, les attaques de Boko Haram continuent. Depuis le mois de janvier, 134 000 personnes ont déjà dû fuir leur village. Hors du continent, faut-il s'inquiéter du nucléaire belge? La Cour de justice de l'Union européenne a validé ce lundi la prolongation de l'exploitation de 2 réacteurs nucléaires. Ils devraient initialement fermer en 2015 après 40 ans d'utilisation. Plusieurs associations s'inquiètent de cette décision. Suivant. La Belgique compte 7 réacteurs nucléaires sur son territoire. En 2003, le pays s'était engagé à mettre fin à la production nucléaire d'électricité avec l'arrêt de ses centrales une fois les 40 ans de service écoulés. En 2015, 2 réacteurs, Doel 1 et Doel 2, situés dans le nord du pays, près de la frontière avec les Pays-Bas, auraient dû être stoppés. Mais le gouvernement a décidé d'étendre de 10 ans leur activité, soit jusqu'en 2025. 2 associations belges de protection de l'environnement avaient alors saisi la Cour constitutionnelle du pays pour faire annuler la loi. La haute juridiction belge avait finalement saisi la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle tranche. En novembre 2018, l'avocate générale a rendu ses conclusions. La prolongation d'utilisation des réacteurs Doel 1 et Doel 2 s'est faite sans aucune évaluation environnementale. Mais elle ajoute que cette prolongation peut être justifiée pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ce qui semble correspondre à l'argumentation du gouvernement belge. Une situation qui inquiète les pays limitrophes comme les Pays-Bas, le Luxembourg ou l'Allemagne. 2 autres réacteurs, Doel 3 et Tihange 2, sont particulièrement en mauvais état. Cuves fissurées au point d'être jugées épuisées. Ces sites devraient être fermés, respectivement en 2022 et 2023, date de leur 40e anniversaire. À moins qu'une prolongation de 10 ans ne soit là aussi demandée. Une fusillade a fait au moins 3 morts dans l'assistance dans un festival gastronomique en Californie. Des personnes ont fui, même avant l'arrivée de la police sur les lieux.
Au moins 3 personnes sont mortes dimanche et de nombreuses autres ont été blessées lorsqu'un tireur a ouvert le feu lors d'un festival de gastronomie à Gilroy, Californie, au sud de San Francisco, ont rapporté des médias américains. La police de Gilroy, qui a fait état de victimes sans autre précision, a déclaré qu'il y avait toujours une scène de crime active sur le site du festival de l'aile de la ville, à 48 km au sud de San José. Nos pensées et celles de toute la communauté vont aux victimes de la fusillade d'aujourd'hui au Festival de l'aile, a tweeté la police. Un conseiller municipal, Dion Braco, a affirmé qu'au moins 3 personnes étaient mortes, selon plusieurs médias américains, dont le New York Times. Un suspect a été placé en garde à vue, a-t-il dit, cité par le journal. Ils ne savent pas s'il y en avait davantage, donc ils doivent traiter la situation comme active, a-t-il dit. La police n'a pas immédiatement confirmé le nombre de victimes ni l'arrestation. Les forces de l'ordre sont sur le site de la fusillade à Gilroy. Les rapports indiquent que le tireur n'a pas encore été arrêté, a tweeté le président américain Donald Trump ce lundi matin. Des images de la chaîne de télévision NBC News montrent des festivaliers en train de courir alors que des coups de feu retentissent au Festival de l'aile de Gilroy, l'un des plus importants festivals de gastronomie du pays, à 48 km du sud de San José. La chaîne a également rapporté le témoignage d'une femme, Julissa Contreras, qui dit avoir vu un homme blanc d'une trentaine d'années ouvrir le feu avec un fusillade. Je pouvais le voir tirer dans toutes les directions. Il ne visait personne en particulier. C'était juste de gauche à droite, de droite à gauche, a raconté Julissa Contreras, citée par NBC News. Il était manifestement préparé pour ce qu'il faisait, a-t-elle estimé. Pékin appelle Hong Kong à punir les auteurs des violences après 2 jours de heurts les plus durs depuis le début du mouvement de contestation. La Chine demande au gouvernement de rétablir l'ordre au plus vite. Jusqu'ici, l'empire du milieu est resté plutôt discret. Suivant. Comme beaucoup d'hommes légaux savent peu de choses sur la situation en Chine continentale et de ses systèmes légaux et judiciaires, ils peuvent avoir des doutes sur les amendements proposés. Ainsi, certaines personnes et médias ayant des arrière-pensées ont propagé la peur dans l'opinion en usant de ces doutes pour susciter la panique du public et faire obstruction à l'adoption du projet de loi. Eh bien, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.